Donc dans les parties précédentes du cours, nous avons vu les différents composants de communication, de calcul et de mémorisation que l'on peut trouver sur un MPSoc. Dans cette partie, ce qui va nous intéresser, c'est des classifications. Des classifications, ça sert à quoi? Eh bien, c'est tout simplement des mots que l'on peut utiliser qui vont permettre très facilement, de manière très succincte, d'avoir des informations cruciales sur la façon dont est organisé un multiprocessor system on chip. Alors, la première taxonomie que l'on va utiliser, une taxonomie c'est donc un système de classification, c'est la taxonomie de Flynn qui permet de caractériser le parallélisme des calculs sur un multiprocesseur system on chip. Cette taxonomie, elle est très simple, elle se base sur deux critères. Le premier critère, c'est les données. Est-ce que les données que l'on utilise dans les calculs parallèles vont être une seule donnée ou de multiples données, single ou multiple? Et le deuxième critère, c'est est-ce que on va exécuter une seule instruction ou plusieurs instructions en parallèle? Et donc, deux critères avec deux valeurs possibles, ça nous fait 4 catégories qui vont permettre de caractériser le parallélisme des différentes architectures. Donc, les 4 catégories, quelles sont-elles? La première, c'est le SISD, Single Instruction, Single Data. Là, vous avez une seule instruction effectuée sur une seule donnée, vous n'avez donc pas de parallélisme du tout, c'est typiquement l'architecture von Neumann. La deuxième catégorie, c'est SIMD. Vous avez une seule instruction exécutée en parallèle sur plusieurs données. SIMD. Et donc ça, c'est le parallélisme que l'on va trouver par exemple quand on a de l'instruction level parallelism dont on a parlé au premier cours, où vous avez une opération, par exemple une multiplication, une addition, qui va être effectuée en parallèle au sein d'un seul et unique cœur sur plusieurs données dans différents registres. C'est également le type de parallélisme que l'on va trouver dans les GPU. Dans les GPU, typiquement, vous avez des centaines, voire même des milliers de petits cœurs, mais tous ces cœurs vont exécuter exactement le même code, les mêmes instructions en même temps, sur différentes données. L'élément suivant de cette classification, c'est le Multiple Instruction, Multiple Data, MIMD. Ça, c'est le parallélisme le plus évident. Vous avez différentes instructions, différents programmes qui vont s'exécuter sur différentes données. C'est ce qui va se passer quand vous avez plusieurs threads dans une architecture ou quand vous avez plusieurs cœurs dans une architecture. L'hyperthreading, je ne vais pas m'appesantir dessus, c'est une technique qui consiste à avoir plusieurs cœurs virtuels quand on n'a en réalité qu'un seul cœur physique. Si ça vous intéresse, il y a des très bons articles sur le net là-dessus. Le dernier élément de cette catégorie, c'est un petit peu le vilain petit canard de cette catégorie, c'est le MISD, le Multiple Instruction Single Data, et je vais y revenir dans quelques instants. Alors, le SISD, j'en ai déjà parlé, c'est donc la classification la plus classique, c'est un processeur unique qui n'a pas véritablement de parallélisme. Il va pouvoir en avoir d'une certaine manière via le pipeline, mais c'est véritablement le SISD, on considère qu'on n'a pas de parallélisme. Le SIMD, eh bien, c'est ce qui va permettre donc de faire du parallélisme qu'on va appeler symétrique. Symétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va faire des calculs qui sont les mêmes sur des données différentes. Et donc, le symétrie ici fait référence au fait que les calculs qu'on exécute sur différentes données seront les mêmes. L'intérêt de ce genre d'architecture, c'est d'être capable de traiter un grand nombre de données avec les mêmes calculs. Et c'est véritablement ce qui se passe dans les GPU. Alors, on va trouver ça au niveau instruction également, au niveau instruction assembleur, avec des instructions SIMD, dont on a déjà parlé dans le premier cours, telles que des instructions MMX ou SSE dans les architectures x86, ou des architectures néon dans les instructions néon dans les architectures ARM. Le MIMD, là, finalement, c'est comme si on avait une collection, un ensemble de machines SISD. Et donc, chaque processeur, chaque cœur, va être capable d'exécuter un programme différent des autres sur des données différentes. Et donc là, on a une asymétrie du parallélisme, puisque les calculs qui sont effectués sur les différents nœuds de calcul vont être de nature différente. C'est la forme de parallélisme la plus courante, d'une certaine manière, et donc c'est celle qu'on va trouver dans les architectures multi- et many-cœurs, qu'elles soient hétérogènes ou pas. Le fameux vilain petit canard de cette classification, le MISD, eh bien, l'idée c'est d'avoir plusieurs instructions qui s'exécutent en parallèle sur une seule et même donnée. Alors,
Voilà un exemple d'architecture qui tombe dans cette catégorie, c'est le Systolic Array. Même si c'est controversé, vous pouvez aller voir sur le net, vous verrez tous les débats qu'il y a autour de ce sujet-là. C'est une architecture dans laquelle vous avez des flux de données qui arrivent constamment sur le haut et la gauche de votre processeur. Les flux de données, ils vont systématiquement être donnés donc au processeur de la première ligne et de la première colonne de ce Systolic Array. Le processeur va effectuer, le processing element 00 va effectuer des calculs, et le résultat de ces calculs sera toujours transmis au processeur qui se trouve à sa droite et en dessous de lui. Et le processeur qui reçoit ces données va lui-même faire des calculs et effectuer et transférer son résultat de manière fixe à son voisin de droite et d'en bas. Donc là, on a finalement, pourquoi on parle de multiple instruction? Eh bien parce que une donnée qui arrive vers ce processeur, par le nord ou par l'ouest du processeur, eh bien va successivement être transmis à différentes instructions effectuées par les différents processing elements, sachant que tous ces processing elements travaillent en parallèle les uns des autres, un peu à la manière d'un pipeline. Et donc c'est pour ça qu'on va parler d'une single data qui va subir des calculs qui sont eux-mêmes parallèles les uns par rapport aux autres sur les données successives. Comme je vous l'ai dit, c'est controversé, donc je ne vais pas m'appesantir plus que ça sur cette architecture. Une deuxième taxonomie, c'est la taxonomie de Reyna. La taxonomie de Reyna, elle va permettre de caractériser l'organisation de la mémoire d'un multiprocessor system on chip. Encore une fois, on a deux critères de classification. Est-ce que la mémoire, elle est partagée ou est-ce qu'elle est distribuée? Et est-ce que cette mémoire, est-ce que l'espace d'adressage de cette mémoire, est-ce qu'il est partagé ou est-ce qu'il est disjoint? Alors, on va commencer par la première catégorie, le SASM, donc Shared Address Space, Shared Memory. L'idée là, c'est qu'on a une mémoire unique qui est accessible par un ensemble de processing elements, et donc tous les processing elements vont pouvoir écrire et lire n'importe où dans cette mémoire. D'accord? C'est le système le plus simple de communication. Ensuite, vous avez le SADM, donc Shared Address Space, Distributed Memory. Là, l'idée, c'est que vous avez plusieurs processing elements, chacun va être associé à une mémoire qui lui est propre, d'accord? Mais n'importe quel processeur pourra quand même écrire dans n'importe quelle mémoire. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez un shared address space, c'est-à-dire que vous avez un espace d'adressage global, et donc chaque mémoire, même si elle est associée à un cœur en particulier, eh bien elle va avoir des adresses qui seront accessibles à n'importe quel autre cœur. Et donc n'importe quel cœur qui va écrire à l'adresse 0, par exemple, va écrire dans les mémoires du processing element 0. N'importe quel processeur qui va écrire à l'adresse 55 écrira dans la mémoire du processing element 3 qui est associé à l'espace adressage compris entre 50 et 70. D'accord? Et donc là, on a un espace d'adressage unique, mais des mémoires qui sont bel et bien distribuées dans mon architecture. Ensuite, vous avez le DADM, Disjoint Address Space Distributed Memory. Alors là, contrairement à l'espace d'adressage partagé, à l'espace d'adressage global, cette fois-ci, on a un espace d'adressage disjoint. Ce qui veut dire que deux processing elements qui vont utiliser la même adresse ne vont pas forcément écrire à la même espace mémoire. Et c'est logique, puisque là, vous allez avoir des mémoires distribuées. Donc chaque processing element, par exemple, quand il va accéder à l'adresse 0, va accéder à l'adresse 0 de sa mémoire privée à lui. Donc vous avez un espace d'adressage disjoint. Une adresse sur le cœur 0 et sur le cœur 1 ne voudra pas dire la même chose. Et vous avez des mémoires distribuées. Chaque processeur va être associé à une mémoire qui lui est propre. Le vilain petit canard de cette taxonomie, eh bien, c'est le Disjoint Address Space Shared Memory. Là, l'idée, c'est que vous avez une seule mémoire, accessible par tous les cœurs, mais chaque cœur ne va pouvoir accéder qu'à une partie des adresses contenues dans cette mémoire. Ça, c'est quelque chose qui va être intéressant quand on va vouloir isoler des processus. Typiquement, si vous avez un processus critique d'un point de vue sécurité, eh bien, avec le DASM, vous allez pouvoir lui réserver une partie de l'espace mémoire d'une mémoire partagée, et il n'y aura que ce processeur à pouvoir y accéder. En plus de ces catégories, on peut rajouter un certain nombre de qualificatifs dans la taxonomie de Reyna. Le premier d'entre eux, c'est le Non-Uniform Memory Access. Le Non-Uniform Memory Access, qui s'applique donc à la catégorie Shared Address Space Distributed Memory, il signifie que différentes mémoires
ne vont pas être accédés à la même vitesse. C'est finalement assez logique. Dans le SADM, je rappelle qu'un processeur peut accéder à des éléments contenus dans sa propre mémoire, mais également dans des éléments contenus dans la mémoire d'autres processeurs, avec d'autres adresses. Eh bien, si on accède à une mémoire qui est proche, on va avoir un accès assez rapide. Si on accède à une autre mémoire, on va avoir un accès qui va être plus lent. On a donc un temps d'accès non uniforme aux différentes mémoires. OS. OS, ça permet de signifier que la complexité des accès mémoire est entièrement gérée par le système d'exploitation. Par exemple, vous avez un système dans lequel vous avez une mémoire distribuée. Eh bien, quand vous avez cette catégorie OS, ça veut dire que l'application, elle va manipuler des pointeurs, elle n'a pas besoin de savoir comment organiser la mémoire, c'est automatiquement le système d'exploitation qui va gérer tout ça pour elle. CC, ça permet d'indiquer tout simplement que vous avez des caches qui sont cohérentes dans une architecture à mémoire distribuée, mais à shared memory. Comma, c'est un type très particulier qui n'est pas véritablement très utilisé, dans lequel l'architecture ne contient que des mémoires caches. Il n'y a pas de mémoire partagée, il n'y a pas véritablement de mémoire partagée. C'est assez exotique, donc je ne vais pas m'appesantir dessus. Les catégories ne sont pas exclusives, donc vous pouvez tout à fait avoir une mémoire qui soit une architecture qui possède des mémoires shared address space, distributed memory, CC-NUMA, c'est-à-dire que vous allez avoir des caches cohérentes et des temps d'accès aux mémoires qui seront non uniformes. L'intérêt de toutes ces catégories, eh bien, c'est quand vous avez la documentation d'un chip, rapidement, en quelques instants, d'identifier dans quelle catégorie de ces taxonomies il tombe, et donc sans savoir véritablement comment est organisée la mémoire du chip, d'avoir tout de suite une information sur son organisation. Dans les slides qui vont suivre, je ne vais pas changer de vidéo, je vais vous présenter très rapidement des exemples de boards, donc des exemples de chips qui existent sur le marché. Pourquoi je vous dis très rapidement? Tout simplement parce que c'est des slides qui ont plutôt vocation à être consultés par vous-même chez vous. Donc je vais rapidement vous présenter les premières et je passerai les suivantes et vous pourrez les regarder en autonomie. Donc rapidement sur chaque slide, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir d'abord une magnifique image représentant le chip, et vous allez voir à gauche différentes informations de classification. Donc là par exemple, cette première chip, c'est un chip de chez Intel, un processeur i7, et vous voyez qu'on est sur un processeur de type MIMD, donc Multiple Instruction, Multiple Data, avec 6 cœurs. Vous avez Shared Address Space, Shared Memory, avec des caches cohérentes, et je vous donne ensuite quelques informations sur le chip, dont les deux plus intéressants sont ses performances, sa capacité de calcul, donc en gigafloating operation par seconde, donc le nombre d'opérations qu'elle va être capable, d'opérations flottantes qu'elle va être capable de faire par seconde, et sa consommation énergétique moyenne. Ici, un deuxième chip dans lequel vous avez également la classification et des informations supplémentaires. Ici, un troisième chip de Texas Instruments, qui est celui qu'on utilise dans les travaux pratiques, lorsqu'on peut réaliser les travaux pratiques en présentiel à l'INSA. Sur celui-là, j'attire votre attention notamment sur la consommation énergétique qui est, comme vous pouvez le voir, largement inférieure à celle du processeur i7, avec des performances pourtant en gigafloating operation par seconde qui sont similaires. Et à côté, je vous ai également affiché les giga multiplication accumulation par seconde. Donc c'est le nombre de multiplications et accumulations qu'on est capable de faire par seconde sur cette architecture de traitement de signal. Voici un tableau que vous pourrez consulter par vous-même, qui présente les temps d'accès dans les colonnes de droite, donc le nombre de cycles moyens que l'on va avoir besoin d'attendre pour accéder aux différentes mémoires. Et donc vous voyez tout à gauche les différentes mémoires que vous avez dans votre système, avec les différents niveaux de cache, les différents niveaux de mémoire, et en fonction que l'on va avoir un hit dans une cache, c'est-à-dire que lorsqu'on cherche à accéder à une donnée, elle va se trouver dans la cache ou pas, eh bien on va avoir un temps d'accès qui va varier de 0 quand on a un hit en L1 à quasiment 200 cycles, 200 coups d'horloge quand on a des miss, c'est-à-dire que la donnée n'est disponible dans aucune cache, et la donnée se trouve dans la mémoire externe, la DDR de votre chip. Encore un autre chip de Texas Instruments qui embarque le fameux multicore navigateur dont on a parlé un peu plus tôt. Ici, c'est un chip de la société Calray, qui est une société française qui développe un chip avec 256 cœurs. Donc vous avez ces caractéristiques sur cette slide, et sur la slide suivante, eh bien, je vous présente un petit peu comment est organisée cette architecture. C'est une architecture dans laquelle vous avez 16 groupes de 16 cœurs. Et donc là, sur l'image de gauche, vous avez le niveau de hiérarchie supérieur de représentation de cette architecture, avec les 16 groupes de cœurs. Et à droite, là, je vous ai présenté un exemple de cluster
avec les 16 cœurs C0 à C15 qui se trouvent à l'intérieur. Chaque groupe de 16 cœurs sur cette architecture est associé à 2 mégaoctets de mémoire. Et là, vous avez une présentation du pipeline d'exécution de cette architecture. Ici, vous avez un exemple de processeur GPU, dans lequel vous avez également sa consommation typique, ainsi que le nombre de giga floating operations par seconde. J'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit ici d'une architecture SIMD, et donc même si vous avez des capacités de calcul théoriques qui sont très importantes, si les calculs d'une application que vous essayez d'implémenter sont asymétriques, votre application ne pourra pas bénéficier de cette puissance de calcul. Voici aussi un zoom également sur ce qui se passe à l'intérieur d'une espèce de cluster que vous pouvez trouver sur le GPU. Voilà qui conclut la partie des boards. La dernière partie, je vais également la mettre dans cette même vidéo. C'est une partie qui s'intéresse aux modélisations d'architecture. Alors, on va être beaucoup plus bref que sur les parties précédentes, mais l'idée c'est, comme les modèles de calcul qui permettent de représenter les caractéristiques d'une application de manière abstraite et synthétique, eh bien, il y a également des techniques qui existent pour modéliser des architectures. Alors, ces modèles, à quoi ils servent? Eh bien, en fait, ils peuvent servir à différentes choses. Vous avez, en fait, un problème d'abstraction. Certains modèles vont avoir besoin d'être très précis, donc peu abstraits, et vont vous permettre de synthétiser l'architecture. Typiquement, quand vous avez du VHDL, eh bien, vous êtes sur une modélisation de l'architecture qui est très proche de l'implémentation physique et qui donc va vous permettre de la synthétiser. À l'opposé, dans certains cas de figure, que l'on verra dans le prochain cours, on a besoin parfois d'avoir des modèles d'architecture qui sont beaucoup plus abstraits, c'est-à-dire des modèles d'architecture qui ne vont pas représenter dans les détails le fonctionnement d'une architecture, mais des modèles d'architecture qui vont nous permettre rapidement de comprendre comment l'architecture fonctionne, et qui vont nous permettre, par exemple, de décider quel cœur va faire quoi dans l'architecture. Par exemple, de dire que tel cœur fera tel calcul, que tel autre cœur fera tel calcul. Pour prendre ce genre de décision, on n'a pas besoin de connaître très précisément comment fonctionne l'architecture, on a juste besoin de connaître finalement le nombre de cœurs, les bus de communication avec leur vitesse, et la rapidité de calcul des calculs effectués sur les différents cœurs. C'est des informations qui ne sont pas suffisantes pour synthétiser l'architecture, il nous faudrait beaucoup plus d'informations, mais c'est des informations qui vont être suffisantes pour prendre la décision de quel cœur va faire quoi dans mon architecture. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin de différentes modélisations de mon architecture, certaines très abstraites et d'autres très peu abstraites. Donc l'une d'entre elles, c'est la modélisation IP exacte. C'est une syntaxe plus qu'un modèle en réalité, qui permet de représenter sous forme d'un fichier XML l'architecture d'un processeur. Dans ces architectures, on va avoir la possibilité de définir des components de calcul ou de calcul, des bus de communication et des mappings mémoire. C'est un format qui est standard, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux outils qui sont capables de prendre cela en entrée. C'est quand même un modèle qui est assez bas niveau. Le système C, c'est un système qui permet d'expliciter une architecture en C++, via un système de template C++, et de simuler cette architecture. L'idée là, c'est vraiment de permettre à quelqu'un de simuler rapidement l'exécution d'un code sur une architecture décrite en système C, beaucoup plus rapidement que s'il devait passer par une simulation d'un code VHDL par exemple. Ensuite, vous avez les modèles UML-MART. L'UML-MART, c'est un système basé sur les diagrammes UML qui permet de représenter à la fois les architectures et les calculs qui seront exécutés sur celles-ci. Et voilà, c'est un modèle qui est assez complexe à utiliser et qui d'ailleurs a été très populaire dans les années 2000, mais qu'il est beaucoup moins depuis quelques années, puisque en fait les gens se sont rendus compte que sous une apparence très générique, en fait, ça devient très compliqué de l'utiliser concrètement. En fait, le modèle est presque trop générique pour être utilisable efficacement pour faire de la simulation de système ou pour prendre des décisions lors de la Design Space Exploration.
Le AADL, c'est un langage qui a également pour vocation de spécifier aussi bien des aspects matériels que des aspects logiciels d'un système. Donc comme c'est indiqué sur la slide, vous allez pouvoir spécifier des informations concernant des threads, des processus et des données qui seront à traiter par ces différents threads et processus. Et de l'autre côté, vous allez pouvoir spécifier des informations sur l'architecture du processeur, telles que l'organisation des mémoires ou l'organisation des bus de communication. Encore une fois, ça a vocation à être utilisé pour simuler l'exécution d'un software donné sur une architecture donnée. Et il existe également des modèles spécifiques à certains outils. Donc par exemple, dans le compilateur MAPS, qui s'appelle actuellement Silexica Studio, eh bien vous avez un modèle d'architecture dédié à cet outil-là. Dans l'outil Syndex, qui est un outil de prototypage rapide basé sur des modèles Dataflow, il y a également un modèle d'architecture dédié. Et celui qui va nous intéresser un peu plus, c'est dans Prism, il y a également un modèle d'architecture qui s'appelle System Level Architecture Model, qui est un modèle très simple qui permet de prendre des décisions sur le mapping et le scheduling, qui sont des notions qu'on verra dans le prochain cours, des calculs d'une application sur les ressources d'une architecture. À quoi ça ressemble un modèle d'architecture SLAM? Eh bien, dans un modèle d'architecture SLAM, vous allez avoir des processing elements, donc des opérateurs comme celui-ci. Vous allez avoir des nœuds de communication, des nœuds qui permettent de représenter des facilitateurs de communication, tels que des mémoires ou des DMA. Et vous allez avoir des liens qui permettent de représenter que un processeur donné va communiquer avec tel nœud de communication. Concrètement, à quoi ressemble une architecture avec ce modèle d'architecture? Eh bien là, je vous présente une architecture avec 3 cœurs. Chaque cœur ici est représenté, est connecté avec un nœud de communication interne qui a, comme indiqué, une capacité de traiter 1 gigabit par seconde de données. Ce nœud est lui-même connecté à une mémoire, une Random Access Memory, et voilà, ou à un DMA. Ce genre de modélisation est suffisant dans certains cas de figure pour décider de quel calcul va être placé sur quel cœur de mon architecture et de quelle mémoire va être utilisée pour stocker quelles données. Voilà un exemple plus complexe dans lequel vous avez deux chips, en réalité, deux processeurs de traitement de signal, connectés par ce qu'on appelle une Rapid I/O, qui est un système de communication à haute vitesse entre différents chips. Et donc là, vous voyez que vous avez la capacité de représenter une architecture un peu complexe, avec finalement des éléments très simples. Et encore une fois, cette modélisation qui est simple, qui n'est pas synthétisable, je ne pourrais pas créer mon processeur à partir de cette modélisation, et bien cette modélisation, elle est suffisante quand j'ai besoin d'une modélisation de l'architecture qui me permet de décider quelles ressources vont être allouées à quelle communication ou à quel calcul. Voilà qui termine donc ce troisième cours plus architectural de ce module. Dans le prochain cours, on s'intéressera à l'aspect déploiement. C'est-à-dire que pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est comment spécifier du code parallèle. On a vu aujourd'hui à quoi ressemblaient les architectures parallèles et quels étaient leurs composants. Et maintenant, la dernière problématique qui nous reste, eh bien, c'est de voir comment déployer efficacement les calculs d'une application parallèle sur les ressources d'une architecture parallèle. Et on verra que c'est quelque chose qui est très très loin d'être trivial. Et surtout, on verra aussi comment mesurer l'efficacité d'un déploiement. Je vous retrouve donc pour le prochain cours.